Lundi 16 octobre 2017, Monsieur Damba, bonsoir et bienvenue à ces 19h45. Et toutes nos excuses pour ce léger retard. Bientôt, le Nigérien lambda connaîtra une hausse vertigineuse du coût de l'électricité, une taxe d'habitation, la réintroduction de la TVA sur certains produits de première nécessité. Tandis qu'il pleure sur son sort, la présidence, elle, s'octroie plus de 2 milliards de francs CFA pour sa sécurité. Réaction de Lawali Boubacar, acteur de la société civile. Quand vous regardez ces derniers temps, ce qui se passe, c'est qu'on a l'impression que le citoyen nigérien ne pourra plus vivre, en tout cas aisément, avec le peu qu'il a. Je rappelle que le Niger est quand même l'avant-dernier pays du monde devant la Centrafrique, qui est un pays en guerre. Donc l'indice de développement humain est vraiment déplorable. Nous sommes derniers. Maintenant, suite à cela, la nomenclature de notre budget 2018, plus les mesures qui accompagnent, et signées en conseil de ministres qui accompagnent sur cette nomenclature-là, vous avez l'impression qu'on ne pourra plus vivre au Niger. De nouvelles taxes, notamment liées aux résidences, liées aux fonciers, sont en train d'augmenter. Quand vous regardez la taille du gouvernement, cela fait au moins quand même de quoi satisfaire beaucoup de secteurs, notamment l'école, la santé et le monde rural. Aujourd'hui, on paye excessivement ce gouvernement. Il coûte excessivement cher. Je dis au passage qu'il y a plus de 2000 véhicules administratifs qui circulent dans Niamey. Pour la plupart des cas, les week-ends, ils sont dans les jardins, ils sont dans les foyers, ils sont dans les baptêmes parce que c'est même entre les mains de leurs femmes. Ça, c'est insupportable pour le dernier pays du monde. 2000 voitures administratives, ça c'est le minimum. 8 milliards comparé à la masse qu'on donne aux contractuels, l'ensemble des contractuels qui font 76% du personnel enseignant, eux on diminue par deux, ils ont 42 milliards. Et lui, à lui seul, il a 8 milliards. Donc vous conviendrez avec moi qu'il y a un problème. Est-ce que le président cherche juste lui à se sécuriser, à se barricader, au lieu de s'occuper, parce qu'il a été élu. Et quelqu'un qui est élu n'a pas de problème de sécurité. Le peuple nigérien n'est pas un peuple violent. Lorsque vous êtes élu, vous êtes à l'aise, vous circulez à l'aise, vous n'avez même pas besoin. Ceux qui sont en train de graver, de tourner autour de ce budget-là, de la sécurité, c'est pour eux-mêmes qu'ils le font. C'est pour eux-mêmes. Ils ne peuvent pas me faire comprendre que le président est en insécurité. Il n'est pas en insécurité. Mais ces 8 milliards-là profitent à une gamme de personnes qui profitent de cet argent-là. Aujourd'hui, au Niger, on n'a pas besoin d'augmenter quoi que ce soit. Vous réduisez la taille du gouvernement, vous redéployez tous ceux qui sont inutiles, notamment les conseillers chargés de mission, etc., dans les trois institutions, notamment la primature, la présidence et l'Assemblée nationale, vous allez vous rendre compte que c'est beaucoup de milliards qui sont en manque à gagner. Ensuite, vous regardez ce parc auto-là, administratif qui circule dans Niamey, je dis il y a au moins 2000 véhicules. Je ne le dis pas au hasard, on peut aller vérifier. Mais qui ne servent à rien parce que c'est des gens qu'on a nommés, qui coûtent cher à l'État, en entretien et en parc auto. Mais également, ces voitures ne servent qu'à des foyers, qu'à des mariages, qu'à des baptêmes, qu'à des jardins. Donc je pense qu'on ne rend pas service à l'État si tant est que le souci, c'est de multiplier le budget, de le gonfler pour que ça serve à une catégorie de personnes et non à une gamme de population. Les riverains de la carrière du quartier Koubia sont confrontés à un véritable problème de santé. Motif, toutes les eaux usées des toilettes de la ville de Niamey sont déversées dans cette carrière. C'est dans ce reportage signé Ismaël Moumouni et Nasser Seydou. Frustration, désolation et amertume, c'est ce qui se lise sur le visage de ces riverains de la carrière lotie du quartier Koubia, dans laquelle les camions citernes déversent des tonnes d'eau usées des toilettes chaque heure, créant ainsi un marigot qui cause beaucoup de préjudice aux riverains. Avec la carrière, nous avons des sérieux problèmes, des problèmes de santé publique. Au niveau de cette carrière, c'est devenu le dépotoir de la commune. Parce que, comme vous le constatez déjà directement, il y a les veines, les citernes qui viennent déverser les bouts de vidange. À ce niveau-là, nous sommes pleins et nous avons une rivière composée de plusieurs lacs, de mares, de bouts de vidange. Une mare se remplit, elle coule vers une deuxième mare sous enceinte
Cette mare-là se remplit, elle donne également à une autre. Ainsi de suite, nous avons un chapelet de mares rempli à plus de 2 mètres de profondeur, sinon même plus, parce que nous avons des arbustes qui faisaient 2 à 3 mètres, qui sont inondés, qui sont noyés dans cette zone. Nous avons les enfants qui jouent dans la carrière. Dieu nous protège, Dieu les protège, parce que tout enfant qui tombe dans ces mares est noyé pour du bon. Malgré les procédures administratives, les autorités n'ont daigné répondre aux doléances des riverains, car il semblerait que c'est même les autorités qui ont donné l'autorisation de déverser cette saleté. J'ai convoqué une réunion du quartier pour voir le problème. Une première réunion, on s'est réunis, on a fait une délégation pour aller rencontrer le ministre chargé, le ministre de la ville. Nous l'avons rencontré, nous l'avons remis notre requête. Il a promis de faire quelque chose. Cela, ça doit dater maintenant de moins 6 mois. On n'a pas vu trace, en tout cas du ministre de la ville, par rapport à notre requête. Nous avons fait la même requête que nous avons amenée de même propre au maire Niamey Commune 1. Et lui aussi a donné instruction à ses différents services concernés. Malheureusement, il n'y a pas eu de suite concrètement sur le terrain. Nous ne sommes pas toujours fatigués. Nous avons touché le secrétaire général maintenant où il n'y avait pas de maire. Et nous, effectivement, il a été actif puisqu'il nous a dit, bon voilà, maintenant il faut voir la voie. Rencontrer la déléguée, nous l'avons vue, elle est venue de Pizuy, elle a vu, elle a constaté. Malheureusement, accompagnée de la responsable départementale chargée de l'hygiène. C'est elle qui a dit que ce sont eux qui ont ordonné de verser ici en attendant l'ouverture du projet que vous voyez derrière, qui, selon elle, va être inauguré probablement en janvier. Et là, c'est une date hypothétique, puisque quand on parle d'une inauguration, ce n'est pas une certitude, c'est une hypothèse. Si rien n'est fait par les responsables de la ville de Niamey, les riverains comptent prendre des mesures pour interdire aux camions citernes de leur pourrir la vie. À l'occasion de la célébration du 2e anniversaire hier dimanche du parti MPR Jamhouria, le président du PN Al-Oumma Sanoussi Tambari Djakou a déclaré qu'il souhaiterait être président de la Halsia pour traquer les voleurs de l'État. On l'écoute. Monsieur le Président, je l'ai dit à haute et intelligible voix et je l'ai dit pour la première fois, Monsieur Albadé, quand vous serez Premier ministre du Président de la République, M. Bazoum, oui, quand vous serez dans le ticket Bazoum, Albadé et X, monsieur, mon cher frère Albadé, n'acceptez pas à ce qu'on vous file la présidence de l'Assemblée, laissez-la dans les mains de celui qui l'a déjà occupé un jour. Il est là devant moi. Quand vous serez Premier ministre de la République, Bazoum président de la République, Inch'Allah ta'ala, si Dieu me prête vie, je vous aiderai de toutes mes forces, car je veux être président de la Halsia pour arrêter tous les voleurs. Pour arrêter tous les voleurs. Oui, je dis bien pour arrêter tous les voleurs, car il y en a. Il y en a. Et vous n'êtes pas de ceux-là qui permettent à leurs enfants de fouiller dans les poubelles et de s'emparer de tous les marchés de l'État et de tous les ministères. Mais la suite au prochain numéro par rapport à cette affaire, vous allez nous entendre très bientôt. Celui qui veut des histoires aura des histoires. Celui qui veut des scandales aura des scandales. Je continue en disant que nos frères et nos amis de l'opposition sont là. Nous sommes là. On a mis en place une CENI. Vous avez 3 places dans la CENI.
Vous n'êtes que 12 partis politiques. On vous a donné 3 places. Nous sommes 85 partis politiques. On nous a donné 3 places. Et vous pensez qu'il n'y a pas d'équité, qu'il n'y a pas de justice. Mais qu'est-ce que vous voulez exactement? Venez, on va préparer le fichier électoral. Venez, on va préparer les élections de 2021 que nous allons gagner et qui vont vous permettre de rester encore dans l'opposition, mais avec beaucoup plus de respect. En 2021, Max, ne te fatigue pas. Le président de la République, c'est Bazoum. Le Premier ministre, ce sera Albanais. Un point, un trait. Rendez-vous donc en 2021. À l'instar de tous les pays du monde entier, le Niger célèbre chaque 16 octobre la journée mondiale de l'alimentation. Comment se présente cette situation au Niger? Élément de réponse dans ce reportage signé Ismaël Moumouni et Ibrahim Abdou. Venir à bout de la famine dans le monde, raison pour laquelle est célébrée la journée mondiale de l'alimentation chaque 13 octobre de l'année. Ici au Niger, la situation alimentaire demeure précaire. Il faut reconnaître qu'il est très difficile de donner un chiffre exact par rapport à l'insécurité alimentaire. Ce qu'on peut déjà dire que 85% de la population nigérienne est rurale. Alors, qu'est-ce qui fait que parfois on a des difficultés à dénombrer ou à atteindre les vulnérables? Par exemple, maintenant, on est bientôt en récolte. À perte de vous allez regarder, vous allez dire que la production elle est bonne. Mais il faut reconnaître qu'un paysan qui perd une campagne, il lui faut parfois 2 ou 3 ans avant de pouvoir encore se rattraper. Cette situation de précarité est due au faible budget alloué aux domaines liés à l'alimentation. Il y a chaque année pratiquement une situation de crise alimentaire, une situation d'insécurité alimentaire dont le seuil dépend d'une région à une autre, d'une zone à une autre, qui affecte parfois des millions de personnes. Déjà les dernières statistiques sur cette question montrent que même actuellement là, nous avons encore des milliers de personnes qui sont confrontées à des difficultés pour accéder à l'alimentation, aussi bien en campagne qu'en ville. Donc c'est une situation très grave. Et cette situation grave découle de la conjugaison de plusieurs facteurs, parmi lesquels il y a un facteur important sur lequel on ne met pas suffisamment d'accent, c'est le fait qu'il n'y a pas suffisamment de ressources qui sont consacrées à travers le budget de l'État pour promouvoir l'agriculture, l'élevage et toutes les autres activités qui concourent à l'alimentation. Changeons l'avenir des migrations, investissons dans la sécurité alimentaire et le développement rural, c'est le thème cette année de la journée mondiale de l'alimentation. Cette dernière est commémorée depuis la date de la création de l'ONU en 1945. Inauguration cet après-midi du campus de l'African Development, une école qui est inspirée des grandes universités du monde et rêve de révolutionner le secteur éducatif nigérien. Le compte rendu de cette cérémonie, c'est avec Nafis Hassan et Ibrahim Abdou. Cette cérémonie marque le lancement des activités de l'African Development University, une école inspirée des meilleures universités du monde pour révolutionner l'éducation nigérienne. Il y a 400 ans, quelque part dans le monde, dans un endroit très difficile, très challengé, il y a eu un groupe de gens qui ont fondé une école. Ils ont créé une école avec 9 étudiants et 1 diplôme. Certains disent qu'ils avaient seulement 2 professeurs. Et 400 ans plus tard, aujourd'hui, ils sont reconnus comme la meilleure université au monde. Et c'est naturellement Harvard University qui a commencé comme ça. Très peu de gens savent. Alors nous aussi, on a voulu faire pareil. On a voulu avoir 9 élèves. On a voulu avoir 9 élèves qu'on va transformer, qu'on va prendre la crème de la crème, les gens qui ont le plus haut potentiel, et qu'on allait transformer en des gens qui étaient capables de déplacer, non même pas de déplacer, de soulever des montagnes. Mais au lieu de ça, au lieu de 900 personnes, on a eu près de 400 personnes qui ont candidaté à nos différents programmes, avec une très grande majorité pour les cours d'anglais. Mais en tout cas, on a eu de la chance en très peu de temps, en 3 mois, d'avoir autant de gens
qui ont porté leur intérêt dans cette école et qui sont venus pour s'inscrire, pour découvrir, pour partager avec nous ce qu'on est en train de faire. EDU n'aurait jamais été possible sans votre support et celui des 1000 des gens qui nous ont appuyés jusqu'ici. Il y a un an, Kader et moi étions ensemble dans le cours de Design Thinking à Harvard Innovation Lab. Kader m'a parlé du Niger, un pays que je ne connaissais pas, mais il m'a montré des photos. Présente à la cérémonie, l'ambassadrice des États-Unis d'Amérique se dit honorée d'assister à l'aboutissement de cet idéal. C'est avec un grand honneur et un immense plaisir que je prends part avec vous aujourd'hui à la cérémonie d'ouverture de African Development University. Il s'agit de la toute nouvelle création université African Development University. En effet, il y a seulement quelques mois, African Development University était une idée portée par un jeune leader persévérant, Kader Hassan Kanye. J'ai eu le privilège d'en être informée et je suis toute heureuse d'en voir l'aboutissement en si peu de temps. Félicitations, Kader. La seconde qualité que je tiens à mentionner est la poursuite d'un idéal. En effet, l'obtention de diplôme est une preuve de mérite, mais le diplôme ne doit pas être une fin en soi. Il faudrait un idéal à accomplir et l'engagement d'y parvenir. Avec l'African Development University, EDU, plus besoin de prendre l'avion pour aller étudier ailleurs, car elle offre aux Nigériens une éducation de qualité en lien avec nos valeurs sociales. L'Institut de formation aux techniques de l'information et de la communication IFTIC a effectué sa rentrée académique 2017-2018 ce jour lundi 16 octobre, un jour de retrouvailles et d'échanges entre étudiants, personnel et corps enseignants. Le compte rendu de cette rentrée, c'est avec Asma Oussedou et Halidou Brema. Ils sont nombreux, élèves et étudiants, à répondre présents à cette rentrée académique 2017-2018 à l'Institut de formation aux techniques de l'information et de la communication IFTIC. Prenons la parole. La directrice générale de l'IFTIC a souhaité la chaleureuse bienvenue aux élèves et étudiants, mais aussi remercier les personnels et le corps enseignant d'avoir répondu présent. Le secrétaire général adjoint du ministère de la Communication n'a pas manqué de notifier l'engagement du ministère à appuyer cet institut. Au niveau du ministère de la Communication, et très tôt, nous avons proposé au gouvernement le changement qui a été accepté. Et très tôt, nous avons pris des dispositions pour mettre en place un comité ad hoc qui devait réfléchir sur le redressement rapide de l'Institut. Dieu merci, l'étude a été menée, des propositions ont été faites et les recommandations vont se mettre en œuvre en fonction des moyens et de la capacité de l'Institut. Il y a donc un espoir, il y a un engagement. Je réitère, Madame la directrice générale, l'appel que j'ai lancé l'année passée à la même période. Il faut rapidement que des dispositions soient prises pour que, à l'interne déjà, que vous puissiez vous ajuster. S'ajuster, c'est-à-dire faire des réformes susceptibles d'améliorer les différents ratios de la gestion de l'IFTIC. Cela permettrait certainement à l'IFTIC de relever la tête, de reprendre son image d'antan et de continuer à recruter et au niveau national et au niveau de la sous-région. Les étudiants nous livrent leurs attentes vis-à-vis de l'école.
Bon, j'attends des liftiques une bonne formation, comme pour l'année dernière. J'attends aussi de la part des étudiants et des étudiantes la concentration sur les études. C'est le but d'être venu ici à l'IFTIC. Je remercie le bon Dieu de m'avoir montré ces jours la rentrée et je suis très contente de l'engagement de la directrice générale et accompagnée de nos enseignants. Je suis très contente de leur engagement. J'espère que cette année, on va avoir une bonne formation, un bon encadrement et il y aura une bonne collaboration entre nous et les enseignants. Enfin, une photo de famille a immortalisé cette cérémonie. Bonne année académique donc aux élèves et étudiants. Les agents du syndicat national des enseignants chercheurs et chercheurs du supérieur SNEX sont une fois de plus en grève de 72 heures à compter de ce lundi 16 octobre. Cette grève est due à la non-satisfaction de leurs revendications, nous rapportent Nafissa Yahya et Aboubakar Souley. N'ayant pas obtenu de suite satisfaisante après l'arrêt des activités académiques et pédagogiques dans toutes les universités publiques du Niger, du 10 au 12 octobre 2017, le syndicat national des enseignants chercheurs et chercheurs du supérieur SNEX relance un mot d'ordre de grève de 72 heures à compter de ce lundi 16 octobre 2017. Le SNEX est en grève et c'est la deuxième grève qui est lancée puisque, pour rappel, nous avions avant fait 72 heures de grève. Et suite à ces 72 heures, nous ne sommes pas du tout satisfaits sur les points inscrits, ou bien sur les points que nous avions présentés pour être satisfaits, donc les points d'exigence. C'était donc le paiement de salaires et autres droits dans toutes les universités publiques du Niger, la mise en place, ou bien l'application des textes organiques adoptés en Conseil des ministres en 20 juillet 2017, donc concernant l'université de Maradi, Zander, et Tawa. Et enfin, le troisième point, c'était la sécurisation de tous les sites affectés aux différentes universités publiques du Niger. Lancer le premier mot de grève et suite à cela, nous n'avons pas eu de satisfaction. C'est pour cette raison que nous lançons encore un autre modèle de grève de 72 heures qui commence aujourd'hui. Notre appel, c'est de trouver des solutions à ces problèmes-là. Et c'est des problèmes dans lesquels il n'y a pas de priorité. C'est des acquis, c'est des droits statutaires. Il n'y a pas de dire que salaire est prioritaire et autres primes est secondaire, non. Tout est de premier ordre chez nous. Si les points présentés ne sont pas pris en compte, le SNEX entend reconduire cette grève. Le BEN SNEX demande à ses militants et militantes de rester unis, mobilisés et vigilants pour faire aboutir leurs revendications. Actualité dans nos régions avec cette déclaration ce lundi des organisations de la société civile d'Arlit pour rejeter la décision d'Areva de licencier des centaines de travailleurs de la mine de la Somaïra. Pour les signataires de cette déclaration, Areva doit discuter avec le Niger. Al-Mustafa Al-Kausen joint au téléphone par Labari. La déclaration, en fait, pas David Aguenis, mais David Darlit au cœur des mines de l'uranium au Niger. Et cette déclaration est réceptive, si vous voulez, aux mesures prises par Areva, c'est-à-dire licenciement de 200 travailleurs à Somaïr et affranchissement de 500, bien sûr, sous-traitants. Et puis, la deuxième chose pour laquelle on est revenu, c'est que, vous savez, Areva s'est rébellé à ne pas payer des impôts. Et ça, nous pensons qu'Areva doit être traité comme tel. C'est-à-dire que, en tout cas, c'est des rebelles. Comment ne pas payer les impôts? C'est pas compréhensible. Et ce n'est pas acceptable non plus. Qu'est-ce que vous voulez concrètement par rapport à cette situation? Quelle est votre position? Notre position, c'est qu'il faut que d'abord Areva discute avec le Niger, c'est-à-dire dans la lecture actuelle et leur proposition, ils font semblant qu'ils ne sont même pas dans un pays, c'est-à-dire qu'ils sont complètement fi des lois du pays ou bien de la situation économique, sociale du pays. Alors, dans ce qu'ils disent, ils vont licencier 700 personnes sans parler du Niger, qu'est-ce que ça peut être pour le Niger, quelles sont les conséquences que ça peut avoir pour le Niger. Ils disent que c'est pour le bien-être des citoyens d'Areva. Alors, ils ne font, dans leur lecture, comme dans leur écriture, ils ne font aucune allusion
solution du problème du Niger, ou bien s'ils sont au Niger, ou bien ils doivent négocier avec l'État du Niger. Et ça, ce n'est pas acceptable pour nous. Et deuxièmement, comme je vous l'ai dit, pour nous, il faut qu'ils paient des impôts. Ça, ce n'est pas non plus acceptable. Maintenant, il faut qu'ils s'assoient avec le gouvernement pour discuter du problème des licenciements. Est-ce que réellement c'est la seule solution qui existe, ou bien il y a d'autres mesures? Et Areva choisit ce moment-là pour emmerder le Niger, pour dire que bon, voilà, moi je vais licencier quelques 14 000 personnes, faites ce que vous voulez, quoi. Honnêtement, ce n'est pas acceptable. Voilà, c'est très récurrent. Quelles pourraient être les conséquences? Mais les conséquences, voilà, je vous ai dit, ça fait à peu près, je ne sais pas moi, 1400 femmes sans travail, sans salaire, et 1100 personnes, etc. Ça joue sur le commerce, ça joue sur tout. Donc nous ne pouvons pas accepter cela, c'est pas possible. Voilà ce que nous disons. Et donc maintenant vous avez fait une déclaration en attendant la réaction. Si aucune réaction ne tombe après, qu'est-ce que vous comptez faire? Écoutez, nous pensons que de toute façon l'esprit de sagesse va pour revoir et permettre donc à l'État de discuter, et puis voilà notre position, et arriver à approcher en tout cas qui des droits pour discuter. En tout cas, nous avons remis cette déclaration aux autorités, et si rien n'est fait, on va en tout cas comment dirais-je, faire d'autres actions. Et maintenant, Areva est totalement responsable de comment dirais-je, de ce qui va arriver par rapport à cette situation. Donc, je vous l'ai dit, ils se sont rebellés, ils se sont défiés, etc. Oui, Président, maintenant, quel est votre message à l'endroit du Président de la République? Le Président de la République, nous l'avons écrit, il doit appeler Areva à la table de négociation rapidement. Il faut qu'Areva accepte de négocier pour voir c'est quoi l'issue de sortie par rapport à cette situation. Et c'est articulement faux quand on nous dit que la seule solution c'est de licencier. Mais non, c'est pas possible. Les salaires ne représentent rien par rapport à ça. Et je vous l'ai dit de passage, Areva va vider son premier lot, à Mapoli, en janvier 2018. Donc on ne va pas nous dire que c'est parce que l'Iranien ne se vend pas ou quoi que ce soit. Non. Donc je pense qu'Areva doit en tout cas revoir sa copie. Sinon, j'allais dire, le gouvernement français doit revoir sa copie par rapport à cette situation de l'uranium au Niger, d'ailleurs dans son ensemble. On ne peut pas toujours être à la merci de toutes les décisions. Ils ont fermé Imrara, on n'a rien dit. Ils ont réduit le fonds de développement durable, on n'a rien dit. Mais apparemment, si on ne dit rien, ils vont effacer le Niger de la carte, quoi. C'est ça les ambitions. Voilà, messieurs, dames, c'est tout pour ces 19h45 de la télévision Labari. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.